Sawadika. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les éléphants où je vais à la rencontre de Brigitte qui avait son idée sur le bien-être des éléphants et comme elle n'a trouvé ça nulle part, elle a donc créé son centre d'éléphants qui s'appelle Ban Mama. Ban en thaïlandais qui veut dire la maison de Mama. Sawadika. Sawadika. Ça c'est Tao, 58 ans. C'est tortue ça veut dire hein, Tao. Oui. Hein. Bah, c'est une grosse tortue. Hein. C'est une grosse tortue mais quand tu vois qu'elle marche comme ça. Voilà les amis. Derrière moi il s'appelle Tao. Et donc là il s'apprête à aller prendre son bain. Et donc on va poser plein de questions à Brigitte. Dites-vous une chose, c'est qu'il y a beaucoup de clichés, on pense savoir beaucoup de choses sur les éléphants, mais après avoir longuement discuté avec Brigitte, je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Pardon? Ici, ben, Tao, un jour, elle a fait ça. Ah, tu as mis une coup de tête. Ah oui, c'est une vraie bosse là, les amis. Et sa petite défense, elle est là. Vous voyez la puissance d'un éléphant? Combien de temps il est mahout? C'est le mahout de Tao? Ouais, Okay. 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, ok. Ouais. Donc les personnes qui s'occupent des éléphants, on les appelle mahout. Et ça fait 1 an et demi qu'il est mahout. Combien de temps on fait pour devenir mahout? Pour que l'éléphant s'habitue à toi en fait? Ça dépend. En fait, ça dépend de l'éléphant, ça dépend de la personne qui va travailler avec l'éléphant. D'accord. Il faut que tu connaisses ton éléphant. Moi, je connais Ti par exemple, et je sais que Ti, il est tout dans la douceur et dans la compréhension de son éléphant.
il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, etc. Et Tao, c'est une éléphante qui a connu des gens qui étaient vraiment pas cool avec elle et elle a été beaucoup frappée. Donc elle, il ne faut surtout pas un maout dur, il faut quelqu'un qui soit super doux en fait. Et c'est comme ça que il doit y avoir une connexion entre l'éléphant et le maout. Et le maout ne doit surtout pas avoir peur de son éléphant. Parce qu'un maout qui a peur, l'éléphant le sent. Et là, c'est foutu. Il ne sera jamais maître de son éléphant. Alors, quel est le coût mensuel d'un éléphant? Alors, le coût mensuel, il faut savoir que la location est environ de, je vais dire, 400 € par mois. Et La location d'éléphant. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut louer un éléphant? Alors, pourquoi il faut louer un éléphant? Si j'achète Tammy, par exemple, je vais donner un exemple. Si j'achète Tammy... Attention, oh là là. Non, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. Si j'achète Tammy... Les aléas du direct. C'est pas grave. Si j'achète Tammy, ce qui va se passer, c'est que le propriétaire de Tammy, avec ses sous, va racheter un éléphant qu'il va remettre dans les entreprises touristiques avec nacelle, etc. Donc, en fait, j'aurais sauvé Tammy, mais il y a un autre qui va aller là à sa place. D'accord. Tandis qu'en le louant, je la prends ici, mais il ne va pas acheter un autre éléphant pour mettre ailleurs. D'accord. Il va venir travailler chez moi. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'à n'importe quel moment, ils peuvent partir avec leurs éléphants. Donc, il y en a qui me disent, oui, mais s'il part, il va travailler ailleurs avec son éléphant. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Et je vais dire, si je peux avoir donné à cet éléphant 1 an, 5 ans, 10 ans de belle vie, c'est toujours ça de gagner, en fait. C'est ça qui n'aura pas été travaillé ailleurs. Mais c'est le désavantage. C'est vrai, ils ne sont pas à moi et c'est un désavantage, en fait, c'est certain. Quand il est juste à côté de toi, tu sens vraiment la puissance de l'animal. Hein? Thôi lên, giờ chè này xài plưng. Ah, et le petit qui arrive. Alors, est-ce que tu peux nous... Voilà, il y a un cliché qui dit qu'on ne peut pas monter un éléphant. On est d'accord sur la nacelle qu'il ne faut pas monter d'éléphant à nacelle. Maintenant, qu'en est-il de monter un éléphant sans nacelle? Ben, écoute, même avec nacelle, je vais dire que même avec nacelle, le problème n'est pas le poids de la nacelle. En aucun cas, la nacelle ne repose, comme on fait nous le faire croire, sur la colonne vertébrale de l'éléphant. La nacelle, elle fait ça et puis elle fait ça, justement pour ne pas poser. Et en plus, il y a ça de tissu. C'est pas le poids qui pose problème. C'est que ces éléphants, on leur pousse la nacelle le matin jusqu'à ce qu'ils aient fini. Qu'il y ait des clients ou qu'il n'y en ait pas. Et qu'ils font toujours le même tour. Ils font le même tour, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas aller se baigner comme ils veulent. Et c'est là qu'ils deviennent fous en fait. Donc à la limite, si par exemple ici on avait des nacelles mais que le client arrive, on dit ok, on met la nacelle sur l'éléphant, on va faire n'importe quel tour, ce que l'éléphant a envie de faire, et on le laisse manger, etc. Puis on revient. Là, ça ne poserait pas de problème pour l'éléphant. C'est la manière dont c'est fait en fait qui pose problème. Maintenant, monter accru sur un éléphant, je dis toujours, nous, en tant qu'Européens, nous ne trouvons aucun souci à ce qu'une personne de 80 kg monte sur le milieu du dos d'un cheval qui en fait 700. Ici, vous allez monter sur les épaules. Et une personne de 80 kg, une doudouille, elle fait 3 tonnes. Donc ça correspond à 2 kg, 2 à 3 kg sur mes épaules à moi. En plus de ça, ici, ce qui est très clair pour nous, c'est que on va demander à l'éléphant de lever la patte, mais à la voix. En aucun cas, on va agir physiquement, à la voix. Si l'éléphant ne lève pas la patte au bout de 2 demandes, c'est qu'il n'a pas envie. Voilà.
il n'a vraiment pas envie de vous voir, donc on ne montera pas. Voilà. Et ce n'est pas nécessaire entre nous de monter. Et Brigitte, pourquoi tu as créé Ban Mama? Quel est ton objectif? Bon, l'objectif au départ était de récupérer des vieux éléphants qui ont du mal vraiment avec les nacelles, qui ont du mal à marcher, et c'était ça le but, donner une fin de vie à ces éléphants qui étaient cool, ou aux éléphants malades ou un peu handicapés. Et puis en fait, un propriétaire de camp m'a dit, mais tu n'en auras pas en fait, tu n'arriveras pas à en trouver, parce que ces vieux éléphants, et plus ils sont amochés, mieux c'est naturellement, sont achetés par des camps éthiques. Et effectivement que quand les gens voient ce genre d'éléphant, on va partir par là, quand les gens voient ce genre d'éléphant, très amoché par la vie, par l'être humain, parce que c'est l'être humain qui en fait ça, ils donnent ils font plus facilement des donations. C'est pour ça que maintenant, les vieux éléphants, les éléphants amochés, est un business. Tao, qui a 58 ans, si on repart 10-15 ans en arrière, elle valait seulement 10 000 €. Maintenant, Tao, à son âge, maintenant, elle vaut 20 000 ou 25 000 €. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est recherché. Donc, en fait, j'ai eu Tao, pourquoi? Parce qu'elle a une réputation d'être une éléphante extrêmement dangereuse et que personne n'en veut. Voilà. Et ici, Tao, eh ben, elle est avec nous et elle est en liberté toute la journée. Bon, de temps en temps, elle défonce un truc ou l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, si je voulais pas d'incident, j'aurais pas pris des éléphants, j'aurais pris des Yorkshire. Voilà. Mais alors, comment différencier un camp éthique d'un non éthique? Eh bien, en fait, c'est une catastrophe parce que même moi, j'ai été dans un camp et il a fallu que j'y aille 2 fois pour me rendre compte que c'était pas si cool que ça. C'est extrêmement compliqué. Moi, il y a des choses qu'il faut savoir. Un camp qui vous dit j'ai 10 éléphants, 50 éléphants, 100 éléphants. Si vous ne voyez qu'un 10e des éléphants qui sont censés avoir, demandez-vous où sont tous les autres et demandez à aller voir les autres. En général, quand ça se passe comme ça, ils travaillent avec ceux que vous allez voir et les autres sont enchaînés loin, là où vous n'allez pas les voir. Donc déjà là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, il y a autant d'éléphants, et bien si j'en vois qu'un 10e, mais où sont les autres spécimens? Déjà ça. De 2, regardez. Mais regardez franchement les mains, s'il n'y a pas de dago, regardez les mains des maouts. Regardez si un maout fait ça sur le côté d'un éléphant, je peux vous dire que s'il n'a rien dans la main, l'éléphant ne va pas bouger. Par contre, s'il y a un clou ou un canif, l'éléphant va avoir un mouvement de recul. Donc ça, c'est hyper important. Quand vous allez dans des camps d'éléphants où on peut les toucher ou les regarder de très près, regardez ici, à l'intérieur de l'oreille, là, et derrière, parce qu'ici c'est une partie chez l'éléphant qui est hypersensible. Et c'est là qu'ils vont piquer, en fait. Donc c'est là que vous devez regarder, sur les pattes aussi. Si vous voyez beaucoup d'abcès sur les pattes, on dirait des gros boutons comme ça, en fait c'est des cicatrices de coups. C'est parce qu'on les frappe ou on les pique. Donc il y a tout ça. Pourquoi il y a du charbon ici en fait? Parce qu'ils font le feu la nuit. Parce que les nuits, il faut encore un petit peu frais pour le petit. Donc ils font un feu ici et le petit se rapproche pour dormir là. D'accord. Oui, ben ici, on fait de tout. Vous voyez la tache? Tu vois la tache qu'il y a au-dessus? Tu vois? Attends, il y a on une voit pas là, tache on voit pas. plus sombre là. En fait, il y a un trou dans la tente. Ouais. Et c'est quoi ça? Et en fait, c'est des kits. Et bien ça, il y a plusieurs significations. Quand l'éléphant est en chaleur, eh bien, elle a ce liquide, c'est les phéromones en fait, qui vont prévenir le mâle que, ok, c'est bon, tu peux venir. Il y a ça, mais un éléphant peut avoir ça parce qu'il y a une situation qui est stressante pour lui. Voilà. Mais alors, comment savoir à l'avance
Tu peux Quel pas. camp choisir alors? D'éléphant Tu peux choisir. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais qu'il faut éviter d'aller dans les camps d'éléphants ou non? Non, On peut toujours y aller ou? non, parce que justement, le fait qu'il y a le Covid, quand on entend les gens qui disent ça en pensant bien faire, qui disent boycotter les camps où on monte, où il y a des nacelles, etc. Et bien maintenant, voilà, avec le Covid, on sait ce que ça représenterait, des camps qui n'auraient plus de clients. C'est des éléphants qui rentrent chez eux. Il faut savoir que la plupart des propriétaires ne sont pas des millionnaires. C'est leur outil de travail. Comme chez nous, avant, on avait des gens qui travaillaient avec les chevaux de trait. Mais eux, ils travaillent avec leur éléphant. Ils gagnent leur vie avec leur éléphant. Et s'ils n'ont plus de travail dans les camps, l'éléphant va se retrouver chez eux, attaché, et eux devront aller chercher du travail ailleurs. Et avec le salaire qu'ils vont avoir, ils auront à peine de quoi nourrir leur famille et ils ne pourront pas acheter la nourriture adéquate pour leurs éléphants. Et c'est pour ça qu'on voit une recrudescence des décès d'éléphants pour le moment, des éléphants qui sont extrêmement maigres. Parce que ces gens n'ont plus les revenus pour nourrir leurs éléphants. Donc avant de dire boycotter les camps, le boycott des camps se répercuterait en fait sur l'éléphant. Le premier à pâtir du boycott des camps, ce sont les éléphants qui vont en pâtir. Le mec il trouvera toujours un boulot ailleurs, mais le salaire qu'il aura avec ce boulot ne lui permettra pas de nourrir correctement son éléphant. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter, aller dans les camps, même les camps à nacelles. Ne montez pas sur les nacelles ou demandez, parce que maintenant ils ont de plus en plus de camps à nacelles à le faire. Si vous y allez, vous dites, moi je ne veux pas de nacelles, je ne veux pas monter dessus, je veux simplement prendre l'éléphant, aller à la rivière avec, le laisser se baigner, et bien ils le feront. Parce qu'ils se rendent compte que c'est une demande qui vient de plus en plus. Et si vous êtes beaucoup à aller dans des camps à nacelles et à dire « Oui, mais moi, je veux bien payer la même chose, mais seulement tu enlèves tout ça et tu les laisses partir tout seul. » Et bien, quand ils auront de plus en plus de monde qui leur demanderont ça, ben, ils se rendront compte que c'est plus la peine de mettre une nacelle. C'est vous qui faites en sorte que ces camps existent ou pas. Et c'est vous qui allez là-bas, qui pouvez faire changer les choses, mais pas en boycottant, en y allant et en demandant enlever la nacelle. Et de plus en plus de camps à nacelle changent leur politique. Donc il y a un progrès, il y a un progrès énorme qui s'est fait en très peu d'années ici en Thaïlande. Les Thaïlandais sont hyper réactifs en fait. Quand ils ont décidé, bon, on va changer, ben, ils changent. Donc faites changer ceux qui restent. C'est à vous de faire ça. Alors si la nacelle n'est pas un problème, alors quel est le véritable problème? Alors, le véritable problème, c'est quoi? La nacelle, j'explique d'abord, c'est pas un problème parce que ça ne repose pas sur la colonne vertébrale, ça appuie sur les côtés. Donc, quand vous chargez une mule ou un âne, on va mettre la charge sur les côtés. 300 kilos. Donc si on a des gens assez bien portants plus la nacelle et qu'on arrive à 300 kg, c'est énorme déjà. 300 kg, c'est un dixième de son poids. Donc pour une personne de 80 kg, c'est comme si on avait un sac à dos de 8 kg. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que l'éléphant va faire le même tour tout le temps. On ne va pas le laisser s'arrêter, manger à sa guise, rester là 10 minutes et puis repartir parce qu'il faut qu'il y ait un rendement sur cette nacelle. Et quand la nacelle va partir, c'est 500 bahts et ça ne doit pas durer plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc si on laisse l'éléphant aller à gauche et aller à droite, eh ben, on ne va pas rentabiliser assez l'éléphant. Et ce qui se passe naturellement, puisque c'est normal pour un éléphant de se balader et de manger un peu là, un peu là, un peu là, c'est la vie normale d'un éléphant. Donc le maout, ce qu'il va faire, ben, comme l'éléphant, ben, il veut manger, ben, le maout, eh ben, il va ou frapper son éléphant, ou le tirer comme ça, ou lui mettre un coup. Parce que le maout, il a un timing à tenir. Donc c'est une question de timing alors. Voilà. Mais est-ce qu'on dit toujours qu'un éléphant est un animal sauvage et que pour, on va dire, le rendre docile pour qu'il puisse t'écouter, il faut, on va dire, le briser psychologiquement? Est-ce que ce serait le problème de la nacelle ou pas? En fait, le fanjan, ce qu'on appelle le fanjan, est complètement interdit en Thaïlande. Je dis toujours à mes clients, c'est pas parce que c'est interdit que ça n'existe plus. Déjà, il faut bien mettre l'église au milieu du village. Le fanjan, en fait, il existe deux fanjan. Moi, je ne savais pas, c'est Pan qui me l'a appris.
il y a deux fanjans. Il y a le fanjan qu'on faisait avant, où on mettait un éléphanteau entre des poteaux et on le fracassait pendant, ça pourrait durer une journée, 2 jours. Des fois, ces éléphants mouraient. Et en fait, on faisait ça parce que c'était des éléphanteaux qu'on allait prendre dans la forêt. Et ce sont des éléphanteaux qui n'ont jamais vu l'homme. Sur une des vidéos que vous allez voir sur le bas de ma main, vous voyez que le petit ici, qui a 5 jours, va de lui-même vers Pan. Un éléphanteau qui est sauvage, il ne fera pas ça. Donc ça, c'était ça. Maintenant, il est formellement interdit. C'est passible d'une peine de prison de 20 ans. Aller prendre un éléphant dans la forêt, ça n'existe plus ici en Thaïlande. C'est complètement interdit. En plus, il faut savoir que chaque éléphant thaïlandais domestiqué a une puce et un passeport. Plus l'organisation qui nous contrôle 2 fois par an a des photos de chaque éléphant, de sa pigmentation de la trempe, la pigmentation des oreilles, pour vérifier si on n'a pas changé la puce d'un éléphant à l'autre. Donc maintenant, par exemple, pour Chujai, on va attendre un petit mois qu'il soit bien. Puis, on va faire... Déjà, les vétérinaires sont venus pour attester que Chujai est né ici. Et après, vers 7-8 mois, il aura sa puce et son passeport. Un éléphant que vous allez chercher dans la forêt à 2 ans, vous ne pouvez pas le déclarer. Donc, c'est impossible. C'est hyper réglementé, on n'en parle pas assez de ça. On ne peut pas transférer un éléphant d'un point à l'autre. Alors, il y a 2 choses. Quand tu déclares ton éléphant, comme on l'a fait ici, les vétérinaires viennent, constatent que le bébé est né, parce que tu dois le faire constater par un vétérinaire, donc c'est un bébé qui a 4-5 jours. Aller chercher un bébé de 4-5 jours dans la forêt, c'est impossible. Parce qu'on aurait toute une horde de peut-être 20 individus qui nous courraient après. Donc ça, il faut laisser tomber. Donc on doit constater. Et en plus de ça, le vétérinaire doit voir la mère. Et quand une mère vient d'accoucher, elle a une poitrine comme ça. Donc voilà, dès l'accouchement, dans la semaine après l'accouchement, on doit faire constater par un vétérinaire agréé, c'est les vétérinaires de l'université vétérinaire ici à Sayok, qui viennent et qui constatent, oui, effectivement, Tami a eu un bébé et il s'appelle Chujai. Voilà, et quand il sera plus grand et qu'il pourra recevoir sa puce, il aura une puce. Voilà, et à sa mort, on déclarera que la puce est terminée, que l'éléphant est mort. Les éléphants font vraiment attention à nous. C'est des êtres magiques. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, il y a un avant les éléphants et un après la rencontre avec les éléphants. Voilà, c'est ça mon amour pour les éléphants.